Pendant des siècles, l'Afrique a été la cible des colonisateurs. De génération en génération, des individus courageux se sont levés pour mettre fin à cette initiative barbare. Aujourd'hui, nous faisons face à une nouvelle vague de héros qui fait la fierté du continent. Dans cet épisode, nous allons découvrir 4 de ces héros qui luttent contre la colonisation. Ibrahim Traoré. Décrit par ses collègues militaires et ses proches comme un chef calme, timide qui place l'être humain au-dessus de toute considération, le chef de l'État, au dire de ses hommes, est un bon fantassin, un artilleur accompli et un exemple de chef de guerre. Né le 14 mars 1988 à Kéra, dans la commune de Bondokui, Burkina Faso, est un militaire et homme d'État burkinabé, chef d'État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2022. Au sein de l'armée, il porte le grade de capitaine. Le 30 septembre 2022, il renverse le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba par un coup d'État et prend la tête du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Âgé alors de 34 ans, il est le plus jeune chef d'État au monde. Le capitaine Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui avait renversé le président Roch-Marc Christian Kaboré, et conduit le lieutenant-colonel Damiba, président du MPSR, au pouvoir le 24 janvier 2022. En raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du premier coup d'État, ces officiers ont décidé de destituer le président Damiba le 30 septembre. Ibrahim Traoré est désormais à la tête du MPSR. Le président Ibrahim Traoré se distingue par sa solidarité envers son peuple et son engagement envers les plus démunis. Il a toujours été présent pour répondre aux besoins de son peuple et a apporté un soutien essentiel au pays voisin, le Niger, pour surmonter ses difficultés. Face aux menaces des Occidentaux visant à déstabiliser le Niger, le président burkinabé Ibrahim Traoré a adopté cette problématique comme la sienne. Il a envoyé ses soldats pour renforcer l'armée nigérienne et a toujours veillé à ce que le Niger dispose de suffisamment de nourriture. Malheureusement, en raison de la fermeture de la frontière par une CEDEAO corrompue par l'Occident, le Niger n'était plus en mesure de se ravitailler. Assimi Goïta. Né en 1983, est un militaire et homme d'État malien. Il est président du Comité national pour le salut du peuple du 19 août 2020 au 18 janvier 2021 et chef de l'État du Mali du 24 août au 25 septembre 2020, à la suite d'un coup d'État, puis vice-président de la transition à partir du 25 septembre 2020. Étant demeuré l'homme fort du pays, il reprend officiellement la tête du Mali en mai 2021, à la suite d'un nouveau putsch. Il dirige les forces spéciales maliennes dans le centre du pays avec le grade de colonel. Il est ainsi confronté à l'insurrection djihadiste au Mali. Étant sensible à la situation au Niger, le président Assimi Goïta s'est associé au président burkinabé pour venir en aide à ce pays frère qui fait face à des difficultés causées par la France. Dans un communiqué, Bamako et Ouagadougou ont exprimé leur soutien au coup d'État au Niger et ont affirmé que toute intervention militaire visant à rétablir le président renversé serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Quelques jours plus tard, les deux pays ont envoyé leurs armées au Niger pour soutenir l'armée nigérienne, un geste qui a été largement apprécié dans toute l'Afrique. Depuis son accession au pouvoir, le président Assimi Goïta se bat avec détermination pour lutter contre les djihadistes, malgré la pauvreté du pays causée en partie par son ancien colonisateur, la France. Petit à petit, grâce au soutien de certains pays et de son peuple, le président surmonte ses difficultés. Ousmane Sonko. Ousmane Sonko naît le 15 juillet 1974 à Thiès, de parents fonctionnaires. Il grandit principalement en Casamance puis effectue ses études supérieures à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, où il obtient une maîtrise en droit public en 1999. Il entre ensuite comme major à l'École nationale d'administration, ENA, du Sénégal. En 2001, il sort diplômé de l'ENA, section Impôts et Domaines, et intègre l'administration avec un premier poste qui le conduit au Centre des services fiscaux de Pikine. En 2003, il obtient un diplôme d'études approfondies, DEA, en finances publiques et fiscalité de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD. Il est aussi titulaire d'un Master 2 en gestion et finances publiques de l'Institut supérieur des finances, ISF, et également doctorant en droit public économique et fiscalité à l'université Jean Moulin Lyon 3. Ousmane Sonko a commencé sa carrière comme inspecteur principal des impôts et des domaines.
Il a été vérificateur fiscal et chef de brigade de vérification fiscale, chargé du secteur immobilier. Il était auditeur interne à la Direction du contrôle interne, DCI, de la Direction générale des impôts et domaines, DGID, chargé de la rédaction de la charte de déontologie de la DGID. 3 ans après son entrée dans l'administration, il crée le syndicat autonome des agents des impôts et domaines, SAID, dont il est le premier secrétaire général d'avril 2005 à juin 2012, avant de devenir secrétaire général honoraire de juin 2012 à août 2016. À cette période, il commence à critiquer le gouvernement et accuse l'État d'anomalies fiscales et budgétaires en mettant en cause le président Macky Sall. À la suite de cela, il est radié par le décret numéro 2016 à 1239 de l'Inspection générale des impôts et domaines en août 2016 pour manquement au devoir de réserve. Cet épisode, largement relayé par la presse sénégalaise, permet de révéler Ousmane Sonko au grand public. Quelques détracteurs lui reprochent de ne pas avoir agi dans l'ombre, et d'avoir dénoncé ces anomalies pour servir sa carrière politique. En novembre 2017, il crée son cabinet Atlas. Président du parti politique PASTEF créé en janvier 2014, Ousmane Sonko est élu député à l'Assemblée nationale du Sénégal aux élections législatives de 2017. En janvier 2018, il sort le livre Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation, où il accuse le président et son entourage de malversation dans la gestion des ressources naturelles du pays. Ces accusations sont reprises par un documentaire de la BBC. Parmi les personnes et entités visées, le frère du président du Sénégal, Aliou Sall, est accusé d'avoir reçu 245 000 $ de pots de vin, ce qui est démenti par le président, Macky Sall. Depuis lors, Ousmane Sonko est devenu la cible du gouvernement de Macky Sall. Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945 à Gagnoa, est un historien, écrivain et homme d'État ivoirien, président de la République de Côte d'Ivoire du 26 octobre 2000 au 11 avril 2011. Fondateur avec son épouse Simone du parti de gauche Front Populaire Ivoirien, FPI, il est un opposant historique à Félix Houphouët-Boigny. Laurent Gbagbo a traversé des moments difficiles dans sa vie politique, étant la cible des Occidentaux en raison de sa vision panafricaine et anti-impérialiste. Il a rendu les relations avec la France compliquées en Côte d'Ivoire. Ils l'ont contraint à quitter le pouvoir contre la volonté du peuple et ont imposé à la Côte d'Ivoire un président qui n'est même pas ivoirien, Alassane Ouattara. Voici un résumé de la manière dont Gbagbo a été forcé de quitter le pouvoir. Alors que seuls quelques tirs sporadiques perturbent la nuit à Abidjan, la France et l'ONU, soutenues par les États-Unis, tentent par la négociation d'amener Laurent Gbagbo à la reddition. Lui promettant de le protéger physiquement ainsi que sa famille, la France et l'ONU demandent au président sortant de signer une reddition, mentionnant qu'Alassane Ouattara est désormais président de la Côte d'Ivoire. Ouattara n'a pas gagné les élections. Pourquoi voulez-vous que je signe ça ? A répondu dans la soirée Laurent Gbagbo, interviewé au téléphone par LCI. Si la reddition n'est pas aussi rapide qu'escompté par le gouvernement dans l'après-midi, il n'est pas question que la France s'incruste en Côte d'Ivoire, a déclaré le chef de la diplomatie française Alain Juppé. Le plus tôt notre intervention en soutien de l'ONUCI pourra se finir et le mieux ce sera, dit-il, en soulignant que « le plus difficile c'est de réussir la paix ». Un cessez-le-feu a été demandé par les forces de Laurent Gbagbo à la mi-journée. La situation s'est calmée, après l'offensive lundi soir, de la force Licorne aux côtés de l'ONUCI, qui visait blindés et armes lourdes, isolant davantage le camp du président sortant. À la question « Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ?» posée par RFI. Laurent Gbagbo répond « Il n'y a pas de jusqu'où. Je dis j'ai gagné les élections. Mon adversaire dit qu'il a gagné les élections. Je dis ok, asseyons-nous et discutons, sortons les arguments. C'est tout ce que je demande. Mais on ne m'écoute pas. Il s'agit d'élections. Or, quand à la fin d'un processus électoral, 2 candidats se déclarent vainqueurs, il y en a un forcément qui a été élu. Et l'autre se trompe de bonne foi ou alors il ment. Il faut régler cela. L'armée française a détruit tous les chars dont nous disposions. Dans tous les camps, y compris la résidence du président de la République et la présidence de la République. Elle a détruit toutes nos soutes de munitions. Elle a détruit la télévision, elle a détruit la radio, etc., explique Laurent Gbagbo sur RFI. Il y aura un avant et un après 4 avril 2011 dans les relations franco-ivoiriennes.
Lundi soir, la France a franchi un pas en Côte d'Ivoire en engageant des hélicoptères contre les forces de Laurent Gbagbo à Abidjan. Les derniers bastions du président sortant, blindés, lance-roquettes et émetteurs de la radio-télévision ivoirienne, RTI, ont été bombardés. Depuis un certain temps, la France veillait pourtant à garder ses distances avec son ancienne colonie, échaudée par les événements de 2004, où il avait fallu évacuer en urgence les ressortissants français. Et pas plus tard qu'en janvier dernier, Nicolas Sarkozy avait déclaré à propos des événements en Tunisie et en Algérie, la puissance coloniale est toujours illégitime à prononcer un jugement sur les affaires intérieures d'une ancienne colonie. Alors, qu'est-ce qui a précipité cette intervention militaire? La France affirme agir à la demande de l'Organisation des Nations Unies, en application de la résolution 1975 du Conseil de sécurité votée la semaine précédente. L'Élysée a ainsi publié des lettres échangées entre Nicolas Sarkozy et Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU déclarant qu'il était « urgent » de lancer des opérations pour mettre hors d'état de nuire des armes lourdes. C'est malgré tout la France qui est à l'origine de cette résolution, avec le Nigeria.